Alors, on peut démarrer à 11h02. Pierre Majoric, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on y va. Sylvain, on te laisse ouvrir avec une formule euh, choc pour ouvrir. Je vais vous choquer. Oui, certainement. Je vais vous nommer quelques entreprises. OK? On va jouer un petit jeu. Ratemans, Frank Oak, Aldo, La Senza, Sportium, des entreprises ou des bannières qu'ils ont dû arrêter, revoir leurs activités dans les derniers mois. C'est triste pour eux, évidemment. Il y a d'autres entreprises qui sont encore là avec nous, mais qui ont dû changer beaucoup de choses. Si vous pensez à des restaurants, des pharmacies, des épiceries, des centres de rénovation, ça affecte tout le commerce de détail, cette situation-là. Puis aujourd'hui, on est là pour vous montrer des résultats tout frais d'une recherche qu'on a fait, notre groupe de recherche avec différents partenaires, pour mettre en lumière puis aider les détaillants à prendre des bonnes décisions pour faire revenir leurs clients en magasin. Merci Sylvain. Bienvenue à tous. Mon nom est Pierre Majoric Léger. Je suis co-directeur du Tech3 Lab avec Sylvain Sénécal et je suis titulaire d'une chaire de recherche en expérience utilisateur qui est partenaire avec l'organisation Prompt. Et on a Luc Sirois aujourd'hui avec nous qui va animer notre rencontre. Bonjour Luc. Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directeur général de Prompt, l'organisme de subvention et de financement de la recherche collaborative en technologie de l'information. Et je crois qu'on a devant nous un des plus bels exemples de collaboration entre l'industrie et le monde académique dans le monde du numérique pour justement découvrir comment mieux faire les choses. Pierre Majoric, c'est fascinant ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, puis les découvertes que vous avez faites dans les dernières semaines avec ce que vous allez présenter aujourd'hui. Bien, merci Luc, puis merci beaucoup à Prompt d'avoir appuyé cette recherche. On a amorcé dès le début du COVID plusieurs projets là, pour tenter d'aider nos partenaires, d'aider la communauté d'affaires du Québec à se préparer à la relance. Et le travail qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une collaboration avec mon collaborateur de longue date, Sylvain Sénécal, mais aussi un nouveau venu à la chaire de recherche et à HEC Montréal, Constantinos Koursaris, qui est un professeur en technologie de l'information, mais aussi avec une spécialité dans le domaine de la communication média. Et donc, on vous a préparé un projet aujourd'hui qu'on espère des plus intéressants, qui est inspiré par le fait qu'au début de la COVID, on a vu plein d'organisations qui ont dû changer rapidement leur interface. On a eu l'impression à un certain moment qu'on était revenu dans les années 90, hein, avec un peu des styles très Yahoo, avec beaucoup de textes sur les pages d'accueil. Et pour nous, là, ce qui était important, c'est d'être capable de trouver et d'informer les détaillants, les entreprises québécoises des meilleures pratiques dans les circonstances, comment on devrait présenter notre message, comment on devrait informer les utilisateurs du retour en magasin. Donc, c'est ce qui a inspiré notre projet. Puis Pierre Majoric, tous les commerçants, toutes les entreprises, on a un peu improvisé au meilleur de nos compétences, de nos intuitions. On a pris beaucoup de guides de ce qui a été fait ailleurs aux États-Unis, ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. C'est un nouveau monde. Exactement, puis c'est tout à fait normal. Tout le monde a réagi du mieux que possible, mais maintenant, on a un peu de recul et c'est important de voir ce qui fonctionne vraiment, ce qui est d'utiliser la recherche, de mobiliser des données probantes là, pour informer les transformations nécessaires de vos interfaces. Et comme vous allez le voir, c'est important de faire de la recherche ici au Québec auprès de consommateurs québécois parce que un des buts qu'on a ce matin, c'est de montrer à quel point le consommateur québécois réagit très différemment du reste des consommateurs nord-américains. Et c'est important là, d'y aller avec, en se basant réellement sur les données là, pour informer vos décisions. C'est ce que Sylvain va vous présenter dans un instant. Mais avant, je vous inviterai tous, au point de vue logistique aujourd'hui, quand vous allez avoir des questions au fur et à mesure de la présentation, inscrivez-les dans le chat. Donc, le petit bouton conversation, c'est là qu'on peut discuter, poser des questions. Je vous invite à faire vos commentaires là. À la fin, dans la période de questions, je vais moi-même extraire là, toutes les meilleures questions qui auront été posées dans le chat. Et merci beaucoup, Luc, d'animer avec nous cette conversation-là à la fin. On va tenter de garder un bon 15-20 minutes à la fin là, pour cet échange. Quelques mots sur le Tech3 Lab avant de commencer. On est donc financé par le CRSNG, par Prompt,
pour de la recherche dans le domaine de l'expérience utilisateur. Nous avons à HEC un des plus beaux labs au monde dans le domaine de l'expérience utilisateur. Vous pouvez voir ici à l'écran, par exemple, de nos salles individuelles où on mène de la recherche en collaboration avec l'industrie pour faire avancer la connaissance dans le domaine de l'expérience utilisateur. Donc, on mène dans des différents contextes des tests, soit avec des tablettes, des ordinateurs, des téléphones portables, tout ça dans le but d'amener les organisations à développer des interfaces toujours plus optimales. On mobilise de manière générale des outils issus de la neuroscience pour informer vraiment ce que les utilisateurs vivent. Évidemment, ce matin, ce que vous allez voir, ce n'est pas une étude qui a été menée dans notre laboratoire au Tech3 Lab. On a été à la rencontre des consommateurs via un questionnaire. Sylvain va vous l'expliquer dans un instant. Mais typiquement, notre expertise, c'est d'être capable d'amener en laboratoire des gens et de mesurer réellement ce qu'ils vivent d'un point de vue émotionnel et cognitif. On a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous à la chaire et donc on travaille en collaboration avec eux dans toutes sortes de domaines, du bancaire au financier, en passant par la logistique, aux médias, dans l'aéronautique, dans le domaine ferroviaire. On a également Deloitte, qui est notre partenaire principal. Tous ces partenaires-là, on fait de la recherche collaborative avec eux. Évidemment, on informe leur recherche, mais il y a une volonté de tout ce groupe-là d'être capable d'informer les détaillants, les entreprises du Québec. Et c'est un peu, ça fait partie de la mission aujourd'hui, là, de vous revenir et de partager avec la communauté d'affaires les résultats de notre recherche. On est une grosse équipe au laboratoire. Vous avez une photo ici qui a été prise l'année passée alors qu'on n'était pas en distanciation sociale. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de talents au laboratoire, beaucoup d'étudiants qui travaillent dans le domaine et qui ensuite se placent dans l'industrie, qui sont des professionnels dans le domaine de l'expérience utilisateur, qui sont formés, beaucoup d'entre eux, à travers notre maîtrise en expérience utilisateur offerte à HEC depuis maintenant 2 ans. C'est une belle façon de justement faire un transfert du savoir-faire parce que ce travail-là avec l'industrie se retrouve adopté par l'industrie et en particulier en adoptant tous ces étudiants, ces chercheurs qui graduent et qui vont aller devenir les experts de l'expérience utilisateur dans l'industrie. Exactement. Et tous profitent du financement de Prompt. On remercie Prompt au passage pour les bourses qu'on peut offrir à ces étudiants-là pour les former dans notre contexte si innovant à HEC. Je passe maintenant la parole à Sylvain qui va introduire la motivation de l'étude et vous expliquer surtout ce qu'on a trouvé. Sylvain, à toi. Merci Luc, merci Pierre Majoric. Je vais mener une bonne partie de la présentation sur nos résultats de recherche. Il y a Konstantinos qui va s'insérer à quelques endroits pour vous présenter certains éléments. Konstantinos va nous présenter ces éléments-là, je crois, en anglais. Il est encore en train de peaufiner son français, mais je pense qu'il va être plus à l'aise en anglais. Donc, étonnez-vous pas si à un moment donné, c'est pas moi qui va parler en anglais, ça va être Konstantinos qui va interagir avec vous. Comme on vous a dit, la motivation de cette étude-là, c'est vraiment d'aider nos partenaires, mais les détaillants en général au Québec, par rapport à ce qu'ils mettent comme message COVID sur leur site Web. C'est vraiment la motivation première. Puis, quand je vous disais tout à l'heure, le commerce de détail physique, c'est super important. Bien qu'on a vu une recrudescence du commerce électronique durant le confinement, habituellement, ça représente seulement 15% du commerce de détail, le commerce électronique dans le domaine de détail. Puis la majorité des gens vont en magasin acheter les produits dont ils ont besoin. Donc, évidemment que là, quand la pandémie arrive, les gens ne vont plus en magasin. Puis vous voyez la statistique ici, là, si on compare avril de cette année en commerce de détail avec avril de l'an passé, ça a diminué d'un tiers. C'est énorme. Puis là, on comprend bien qu'il y a des détaillants qui ferment leurs portes, qui se restructurent parce qu'ils ont des coûts fixes, mais il n'y a aucune vente qui se fait. Donc, c'est un bouleversement énorme là, dans l'industrie du détail, cette aventure-là dans laquelle on est. Puis là, on commence à déconfiner. Évidemment, il y a beaucoup de détaillants qui sont contents de ça parce qu'ils peuvent revivre un peu. Mais ce n'est pas tout gagné, c'est-à-dire qu'il faut rassurer les clients qui puissent revenir de façon sécuritaire en magasin. Et là, ben, ça prend des messages sur les sites web parce que la plupart des gens qui vont magasiner en magasin commencent leur recherche d'informations en ligne de toute façon. Donc, ils vont visiter votre site web avant d'aller vous visiter physiquement. C'est important sur votre site web de tirer sur les bonnes ficelles, je dirais, pour les rassurer qu'en magasin, ça va bien aller, évidemment. Et comme disaient Pierre Majoric et Luc tout à l'heure, les sites web, tous les détaillants qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des détaillants qui ont mis un message relié à la COVID sur leur site web, mais vous allez voir qu'il y en a qui ont beaucoup mieux performé que d'autres.
à ce niveau-là. Puis on veut, dans le fond, vous expliquer quelle est la meilleure recette là, en termes de faire revenir les clients en magasin à partir des sites web, à partir des messages sur les sites web. Et la confiance des consommateurs, c'est clé. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que la personne va dire « OK, je suis prêt à retourner au restaurant, je suis prêt à retourner faire une transaction bancaire en succursale, je suis prêt à retourner au centre de rénovation, choisir des matériaux, etc. » Et dans la tête du consommateur, il y a toutes sortes de dimensions qui s'entremêlent. Par exemple, est-ce que c'est sécuritaire au niveau de la santé? Est-ce que ça ne sera pas trop stressant? Est-ce que mon expérience client va être correcte ou ça va être tellement plate d'aller en magasin parce que j'aurai plus d'expérience avec la marque? Est-ce que mon temps d'achat va être vraiment très long parce qu'il y a une file d'attente interminable, il y a juste un client à la fois dans la boutique, etc. Est-ce que les prix vont augmenter? Puis, socialement, de quoi je vais avoir l'air, moi, avec un masque en une file d'attente, etc. Donc, il y a tout ça qui joue dans la tête du consommateur. Puis, l'idée, c'est de dire, ben, c'est quoi le meilleur message pour les conforter? Alors, ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie, c'est 3 types de messages. Il y a des messages, je vais vous les montrer tout à l'heure avec des exemples, mais il y a des messages qui sont informationnels, donc des faits. Il y a des messages qui sont plutôt émotionnels, donc un site web qui va dire « on est avec vous », etc. On parle des émotions ici, puis il y en a qui sont plus dans le tangible. Donc, je vais vous présenter ces différents éléments-là tout à l'heure avec des exemples. Ce qu'on a fait comme recherche en ligne, donc on a fait une recherche par sondage auprès de 3 territoires différents, donc le Québec, les autres provinces du Canada et les États-Unis. Et on a fait ça à travers différents secteurs d'activité dans le commerce de détail. Donc, en assurance, les banques, télécommunications, les restaurants, la rénovation, quincaillerie, les pharmacies et les épiciers. Donc, ce qui nous intéresse encore une fois de voir, c'est toutes ces entreprises-là ont un message relié à la COVID sur leur site web. Comment ce message-là influence les visites en magasin? Donc, on a regardé 2 types de messages, ceux relativement au contenu, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, informationnel, émotionnel, tangible. Donc, qu'est-ce qui est communiqué? Et on a aussi regardé le design du message. On est en expérience utilisateur, donc un message, c'est bien, mais comment est-ce qu'on le véhicule? Donc, c'est quoi la richesse du message, l'emplacement du message sur la page d'accueil, la longueur et la visibilité. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure pour bien illustrer ces choses-là. Et ce qui nous intéressait, c'est de dire, bien, l'impact du message, il est sur la réaction des consommateurs. Donc, est-ce que le message est satisfaisant? Est-ce qu'il donne confiance pour diminuer les différents éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure au niveau du risque? Et est-ce que finalement, ces messages-là portent à retourner en magasin? Donc, l'intention d'aller en magasin et d'acheter. Évidemment, c'est le but, on s'entend. C'est le but ultime. On veut que les gens retournent en magasin, étant donné que c'est là qu'ils achètent la majorité de leurs produits et services. Donc, au niveau du contenu du message, on a analysé 3, c'est-à-dire qu'on a pris les messages qu'il y avait sur tous les sites web qu'on a sondés et on a catégorisé ces messages-là. Donc, ça peut être un message, vous voyez à la gauche, plutôt émotionnel, où est-ce que là, on dit « on est avec vous, on va passer au travers, blablabla », très bien. Celui du centre, c'est un message plus tangible. Je ne sais pas si vous voyez le petit diagramme en haut à gauche. Là, on vous dit, OK, vous voulez acheter des matériaux de construction, voici les 2 chemins possibles. Vous allez en ligne, vous réservez, on vous stationnez dans le stationnement, etc. Donc, vous voyez, c'est très tangible. On est dans l'action. Et il y a un autre type de message qu'on a rencontré, une autre catégorie, qui sont les messages informationnels. Ici, on est dans voici nos heures d'ouverture, on a mis en place des pratiques, des choses comme ça, mais pas aussi tangible que celui du milieu. Donc, on donne l'information sans plus. Donc, 3 catégories différentes de types de messages. Ensuite, au niveau du design du message, tout à l'heure, je vous ai parlé de richesse. On a 2 catégories ici. On a, est-ce que le message est du texte seulement? Donc, on va appeler ça une richesse plus basse. Et est-ce que le message a du texte et des images? Donc, une richesse plus élevée. On va voir tout à l'heure l'influence que ça a sur l'impact sur les consommateurs. Ensuite, au niveau du design, on a l'emplacement du message. Donc, si vous regardez du côté gauche, on a l'emplacement horizontal. Donc, est-ce que le message est plutôt vers la gauche de la page d'accueil? Est-ce qu'il est plutôt à droite ou est-ce qu'il est plutôt pleine page, donc au complet? Il prend toute la largeur de la page. Et si vous regardez du côté droit, là, on est plutôt dans l'emplacement vertical. Ce message-là, il se situe où? En en-tête, vraiment en haut, dans le contenu principal, c'est-à-dire le contenu sur lequel on arrive quand on télécharge la page. On n'a pas besoin de faire du défilement vers le bas. Est-ce que le message COVID, il est au milieu, donc dans le contenu, ou est-ce qu'il est en bas complètement?
Okay? Donc, on va analyser l'effet de ces différents positionnements-là, ces différents emplacements-là sur l'efficacité du message. Et ensuite, ce fameux message-là, c'est quoi sa visibilité? Donc, en termes d'espace, est-ce que la visibilité est basse, c'est-à-dire que c'est un petit message, ne prend pas beaucoup de place? Est-ce qu'il est moyen? Donc, vous voyez la Banque nationale au milieu, où est-ce que le message est en haut de page, mais de grandeur moyenne? Ou est-ce que le message prend plus de place, donc visibilité plus élevée? Et aussi la longueur du message. Donc, oui, on pourrait prendre toute la page, mais écrire seulement une phrase, ou on pourrait prendre toute la page, puis remplir ça de texte et d'images. Donc là, on aurait une longueur beaucoup plus grande. Donc, c'est 2 dimensions qu'on a regardées aussi. Et là, je commence à vous présenter les résultats. Premier résultat, c'est celui qui, dans le fond, qui confirme que le type de message, autant au niveau du contenu que du design, a vraiment un impact sur l'intention d'aller acheter en magasin. Donc, ce que vous voyez, le diagramme, en haut, vous voyez ceux qui performent le mieux. Donc, les entreprises, on a sélectionné le top 10, je dirais, là. Les entreprises qui performent le mieux, c'est-à-dire qui ont une très longue barre. Les gens ont mentionné qu'ils avaient l'intention de retourner en magasin pour ces entreprises-là. Donc, vous avez là plusieurs types d'entreprises, plusieurs secteurs, mais il y a beaucoup de pharmacies. Donc, Pharmaprix, Familiprix, etc. Évidemment qu'on a différents noms de marques ici parce qu'on a Québec, reste du Canada, puis États-Unis. Et là, on n'a pas voulu mettre les noms de tout le monde pour ne pas gêner ceux qui étaient plus dans le bas de la liste, mais on a quand même ressorti un secteur spécifique qui sont les pharmacies au Québec. Donc, vous voyez que Pharmaprix, super message, les gens ont l'intention de retourner en magasin, ils ont fait le travail de façon quasi parfaite. On a Familiprix qui est dans le top 5-6, qui a aussi très, très bien fait. Et là, si vous avez dans le milieu du graphique, on a Uniprix qui est plutôt moyen. Et on a Jean Coutu qui est plutôt dans ceux du bas, hein, qui le message aurait pu être plus optimal, peut-être au niveau du design, peut-être au niveau du contenu, pour inciter les gens à retourner en succursale. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'un même secteur, d'une même région géographique, il y a beaucoup de variations. Et ça, vous allez voir que c'est dû notamment au type de message qui est véhiculé. Donc, je terminais là-dessus. À l'intérieur d'un même secteur, à l'intérieur d'une même région géographique, si on prend les pharmacies au Québec, vous voyez qu'il y a un grand écart de l'intention d'acheter, de retourner en pharmacie et acheter. Et là, je vais laisser la parole à Constantinos pour présenter, dans le fond, tout le processus qui mène à l'intention d'acheter en magasin. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Je viens de commencer à apprendre le français, donc je vais parler en anglais, mais brièvement. En plus, nous aurons, comme Luc a dit, nous aurons à la fin une période de questions. Pour commencer, je voudrais vous montrer notre modèle de recherche. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. And after Sylvain just walked us through the content, the examples of the messaging that can be found on company websites, as well as the ways those websites can be designed vis-a-vis the 4 factors that he just walked us through. I should mention that we started the research project by content analyzing the various companies' web pages, landing pages, the home pages, and based on, and we randomly assigned those participants into different companies' websites to see what the effects of the presentation of the messaging related to COVID would be. So what exactly did we want to answer? Because we don't care to just to do a Gallup, to do a poll. We want to understand why, what are the effects of the messaging, what are the effects of the design of the pages on the user experience, and ultimately on the businesses themselves, on your businesses. So to begin, as you can see on the left, we have the message content and the message design, the 2 sets of factors that actually are intended to have some behavioral outcomes, but those behavioral outcomes, for example, going to the store and purchasing from the store, are actually driven by attitudinal or emotional, rational, cognitive reactions on the part of the users first. So first, we wanted to see whether the message content or the message design affects the satisfaction that users have with the information being presented in relation to COVID-19 responses, and in turn, how that affects the consumer's confidence in the company, in how it's handling COVID-19, and whether that in turn affects their likelihood of going to the store and also purchasing from the store.
So with that, we begin our analysis with the first phase of looking at the direct effects. We want to see whether the content type itself, the informational, emotional, or tangible assistance messaging, has a direct effect on consumers' intention to buy from the store. Sylvain? Yep. Merci, Konstantinos. Your French is really good. Merci beaucoup. OK. So on regarde ce premier lien-là, dans le fond, entre le contenu du message et l'effet final sur l'intention d'acheter. Ce que vous voyez à droite, la première barre de couleur en haut, c'est pour tout l'échantillon. Donc, on a mis tout le monde ensemble, Canada, Québec, États-Unis, et on regarde la moyenne de ça. Et quand vous voyez une couleur plus foncée, ça veut dire que cette case-là a plus d'influence sur l'intention d'achat que les autres cases. Donc, si vous mettiez ça en ordre, par exemple, les messages informationnels ont plus d'effet, un effet plus grand sur l'intention d'acheter. Ensuite, le tangible, c'est le deuxième et l'émotionnel, le troisième. Okay? Donc, une entreprise qui a choisi de juste donner du message, du contenu émotionnel, c'est un petit peu tiré dans le pied, dans le sens qu'ils n'ont pas optimisé la chance d'avoir des clients en magasin. Okay? Ensuite, si vous regardez le bas, là, vous avez cette moyenne-là divisée en 3 groupes de régions. Donc, Canada sauf Québec, Québec et États-Unis. Et là, c'est la même logique. Si vous regardez les couleurs, ce qui est plus foncé, c'est ce qui fonctionne le plus. Donc, Canada sauf Québec, informationnel. Québec, informationnel. Vous voyez que c'est plus pâle, mais si vous comparez les 3 couleurs du Québec, l'informationnel est le plus foncé des 3. Et États-Unis, là, on est dans l'émotion et dans l'informationnel et pas tant dans le tangible. Donc, vous voyez, juste sur ce premier résultat-là, si vous avez, chers détaillants là, qui sont à l'écoute, si vous avez une firme américaine qui envoie un beau rapport de best practices sur quels sont les meilleurs contenus à mettre sur votre site web pour générer de la visite en magasin dans cette période de COVID, ils vont beaucoup axer sur l'émotionnel, l'informationnel. Puis, dans le fond, quelqu'un qui va se dire « Ah oui, l'émotionnel, oui, c'est important, c'est important ». Au Québec, ça fonctionnera beaucoup moins que l'informationnel et le tangible. Donc, c'est très, très important si vous êtes détaillant québécois ou canadien ou américain, de prendre des décisions en fonction de votre marché et non pas d'un marché qui est plus large ou qui est proche, mais qui n'est pas vraiment votre marché. Et là, si on explose ça, donc on prend les 3 régions, Canada, Québec, États-Unis, et on explose ça par secteur, bien là aussi, il y a des nuances. Vous voyez, si on se concentre sur les 3 colonnes du milieu au Québec, regardez pharmacie. La règle générale, c'est qu'informationnel au Québec, ça marche bien. Mais là, vous voyez que pour pharmacie, non. C'est tangible qui fonctionne beaucoup mieux. Informationnel, ça va, mais tangible, beaucoup mieux. Donc, vous voyez, selon les secteurs, puis là, on ne les fera pas un par un, mais selon les secteurs, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, ce n'est pas juste d'avoir de la recherche locale basée sur les clients locaux, c'est aussi d'avoir de la recherche dans son secteur particulier si on veut optimiser nos décisions du message COVID sur l'intention d'aller en magasin. Back to you, Konstantinos. Thank you, Sylvain. So on the one hand, we already saw that good content makes for good consumer experience because the consumer experience isn't isolated to the in-store experience, but begins well before that. And we saw the direct effects of the content type on that experience. Now let's look at another perspective, which is actually a fellow Canadian scholar who was famous for saying that the medium is the message. It's the way that the message is presented and conveyed to the audience that actually has a more important role. And that was Marshall McLuhan back in 1964, and that has resonated with many UX researchers, including with us at the Tech12 Lab. So in the next phase, where we look at how the way the information is presented affects the consumer's intention to purchase from the store. Donc, comme disait Konstantinos, le message, le contenu, c'est bien, mais le format a aussi une influence, c'est ça qu'on voit dans les résultats. Donc, si vous regardez la partie de gauche, là, on a la richesse. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, la richesse, c'était texte ou texte plus image. Et si on regarde la colonne richesse basse, c'est la plus foncée, hein, relativement élevée. Donc, autant au Canada, au Québec qu'aux États-Unis, le texte a plus d'effet sur les intentions de revenir en magasin que des messages plus riches avec des images. Okay? Première chose ici. Si vous regardez à droite maintenant, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. Donc, si vous regardez, par exemple, la 3e ligne, épicerie,
Ben, épicerie, la richesse élevée fonctionne mieux pour faire revenir les clients dans les épiceries que la richesse basse. Donc, d'illustrer aussi avec le texte. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, moins la géographie, mais plus le secteur d'activité, il y a des décisions différentes à prendre. Si vous regardez restaurant, c'est plus texte. Si vous regardez assurance, on est plus dans la richesse élevée, etc. Maintenant, au niveau du design, mais de l'emplacement du message. Donc, si vous regardez à gauche, on a les résultats de l'emplacement vertical. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on regardait en tête, contenu principal, contenu bas de page. Bonne nouvelle, il n'y a personne qui a mis son message de COVID-19 en bas de page, qui aurait été vraiment une erreur. Donc, le mettre évidemment le plus haut possible. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'au Canada, on est plus dans le contenu principal. Au Québec, on est plus dans l'en-tête, donc vraiment très haut. Et aux États-Unis, on est plus dans le contenu principal. Donc, encore une fois, des différences géographiques. Et au niveau de l'emplacement horizontal, là aussi, il y a des choses vraiment intéressantes. Si vous regardez au Québec, on est très milieu. Donc, complet, ça veut dire la largeur totale de la page. Milieu, ben, ce n'est pas la largeur complète, mais c'est quand même au milieu de la page. Et ça fonctionne beaucoup mieux que tous les autres positionnements au Québec. Par contre, aux États-Unis, complet fonctionne bien, mais à peu près tout fonctionne. Et au Canada, on est plus, ce qui peut être surprenant à première vue, les messages qui sont situés à droite de la page performent mieux que ceux au centre ou à gauche. Donc, encore une fois, des différences puis des spécificités au niveau du Québec. Ensuite, au niveau de la longueur, donc le nombre de caractères dans le message. Si vous regardez à gauche, la longueur au Canada, on est plutôt dans le moyen, dans le court. Au Québec, on est plutôt dans le long, hein, la couleur plus foncée est dans le long. Et aux États-Unis, on est plutôt dans le moyen. Donc, encore une fois, il y a des différences là, selon les régions géographiques. Et au niveau de la visibilité, qui est dans le fond la grosseur du message, donc le real estate hein, sur la page. Au Canada, on est plutôt dans le bas, Québec dans le bas et États-Unis aussi dans le bas. Donc, on ne prend pas trop de place. On veut pas trop, on veut être rassurant, mais on ne veut pas mettre toute l'emphase là-dessus. On veut mettre l'emphase sur on existe, on a des ventes, on a des magasins ouverts, mais le message COVID, lui, reste de visibilité basse. So moving forward, now that we've seen actually the direct effects of the content type and the content design on the intention to purchase, we wanted to find out what it is that compels someone to actually go to the store. The user's experience is often evaluated through satisfaction on the website, and in this case in particular with the COVID-19 related messaging. So in the next phase, Sylvain will present the results of message content affecting the consumer's perception of how satisfied they are with the information that the company presented, as well as how it was presented. Donc là, on tombe dans cette relation-là entre le message et ce que les consommateurs ont vu de la page web et comment ils se sentent satisfaits. Donc, encore une fois, on voit que l'informationnel, si vous regardez la partie du haut de la représentation, l'informationnel, c'est ce qui sort le plus, c'est ce qui génère le plus de satisfaction. Et au Canada, aux États-Unis, au Québec, vous voyez que c'est la couleur la plus foncée aussi. Donc, informationnel, ça rend les choses satisfaisantes pour les consommateurs à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la richesse, ben là, la richesse basse, donc encore une fois, le texte a une influence plus grande sur la satisfaction que la richesse plus élevée, donc avec des figures. Puis ça, c'est vrai autant au Canada, au Québec. Aux États-Unis, par contre, il y a un effet inverse, c'est-à-dire que la richesse élevée amène une meilleure satisfaction que la richesse basse. Ensuite, on revient sur l'emplacement. Donc, l'emplacement vertical, est-ce qu'on est en en-tête, un peu plus bas, contenu principal, contenu bas de page? Encore une fois, bas de page, il n'y avait pas de message là, ce qui est très bien. Au Canada, quand on est dans la hauteur contenu, c'est-à-dire au milieu de la page, ça fonctionne très bien pour satisfaire les consommateurs. Au Québec, on retrouve encore l'en-tête. Donc, le plus haut possible, c'est là que les consommateurs se sentaient le plus satisfaits du message. Et aux États-Unis, la même chose, très haut, très satisfait. En termes de positionnement gauche-droite, au Canada, vous voyez ce qui sort le plus, c'est vraiment à gauche. Au Québec, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais c'est en plein écran, donc pleine largeur.
Et aux États-Unis, on est aussi pleine largeur ou milieu de l'écran en termes de positionnement. Ça fonctionne assez bien pour satisfaire les consommateurs. Ensuite, au niveau de la longueur, si vous regardez la visualisation de gauche, au Canada, la meilleure longueur pour un message relié à la COVID, il est moyen. Au Québec, on est plutôt dans le long message et aux États-Unis, dans le moyen. Donc, encore une fois, vous voyez qu'au Québec, les gens préfèrent quelque chose d'un peu plus long en termes d'explication qu'au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment fascinant, ça. C'est vraiment peut-être même une caractéristique de la langue ou de la culture, mais c'est fort comme différence. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on le voit à travers toute la présentation, là, le Québec est assez unique dans la façon que les consommateurs répondent à ces messages-là. Puis, en termes de visibilité, au Canada, on est plutôt dans une basse visibilité. Au Québec, on est plutôt dans une haute visibilité pour satisfaire les consommateurs. Puis, aux États-Unis, on est dans la moyenne visibilité. Donc, encore là, des différences géographiques. And just to revisit a couple of points that perhaps are not as obvious as the others. Sure, we understand that in terms of placement, the higher up in the viewing horizon of the user would actually be more effective. But it was very interesting for us to find that the richness actually had the opposite effect, where basically the low richness of use of text only really drove the satisfaction with information, whereas adding visuals that accompany the information, the storytelling of the companies, seem to take away from the satisfaction of the users with information. And moving forward, why is it important that users are satisfied? Is because that will minimize the risks that they perceive in potentially visiting a retail store. So the lower the risk, the greater the confidence in actually moving forward to visit the retailer in the store and subsequently purchase. Sylvain? Vraiment, on a regardé la relation entre quand la satisfaction avec le message augmente. Si vous regardez le graphique, là, c'est l'axe horizontal, celui du bas, la satisfaction de l'information. Plus la satisfaction envers le message augmente, plus la confiance envers ce qui a été mis en place augmente. Donc, dans le fond, on diminue le risque du consommateur d'aller en magasin parce qu'ils sont satisfaits avec l'information. Donc, on répond à leurs besoins d'information, ce qui a comme conséquence d'améliorer la confiance, qui va mener à quelque chose d'autre qui est plus important encore, là, et Constantinos va vous en parler tout de suite. And then lastly, we want to see how that confidence is actually directly related to the intention to visit the stores and purchase from the stores themselves. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, un graphique similaire où est-ce qu'on a la confiance en bas et l'intention d'aller en magasin à la verticale. Et on voit que plus la confiance qu'on a générée avec notre message et avec sa satisfaction augmente, plus l'intention d'aller acheter en magasin augmente. Donc, vous voyez, c'est un long processus, mais dans le fond, le message, c'est à la base de tout ce processus-là qui amène finalement à de la satisfaction, de la confiance. Et ce qui est plus important, évidemment, pour les détaillants, c'est l'intention d'aller acheter en magasin qui représente la majorité de leur vente. Alors, si je traduis dans mes mots, justement, là, si l'information est présentée d'une façon acceptable pour le consommateur, ça augmente sa confiance et la confiance augmente la probabilité qu'il retourne en magasin. Luc, tu aurais pu faire la présentation, c'est vraiment excellent. Je fais de l'écoute active, mais je suis bien certain. Mais et là, ce qu'on voit, c'est une démonstration quantitative de ce qui aurait été intuitif. Et là, on voit en fait comment la présentation de l'information a un impact direct sur la reprise pour les commerçants. Puis, évidemment que le lien entre, tu as un bon point, Luc, le lien entre satisfaction, confiance, intention, c'est intuitif. Ce qui n'est pas intuitif, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait dans le message. Et c'est là que nous, on est allé voir les dimensions du message pour dire, dans le fond, au Québec, quel genre de message il faut pour installer cette satisfaction-là qui mène à de la confiance et qui mène à des visites en magasin. Ce qui est le plus étonnant, c'est la dimension émotionnelle. C'est le fait qu'au Québec, on pourrait croire de manière intuitive que ce message-là empathique est celui qui est peut-être le plus efficace, alors que c'est
pas tout à fait le cas. Il y a une différence culturelle ici qui joue et que peut-être que ce message-là, il y a quelques semaines, au début de la COVID, était celui qui était attendu par les Québécois. Mais aujourd'hui, au mois de juin, alors qu'on s'apprête à se déconfiner, celui qui rassure, celui qui mène à de la confiance, c'est un message informationnel ou tangible et moins émotionnel. Ouais. Et donc, c'est intéressant d'entendre moins, pas d'images. C'est sérieux, on veut du texte, on veut de l'explication, des images et des dessins, des feel good. On dirait que ça n'a pas un bon impact au Québec. Ouais. Puis Pierre-Jacques avait un bon point pour dire que dans le fond, la situation des Québécois a évolué depuis le mois de mars. Puis peut-être qu'un message qui fonctionnait en mars ne fonctionne plus maintenant. C'est ça. Parce qu'on est rendu ailleurs. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là. D'où l'urgence pour nous d'organiser cette conférence-là avec des données du mois de juin. Là. Ces données-là ont été collectées jusqu'au 22 juin, ce qui est il y a 8 jours. Là. Donc, l'information que vous avez ici, là, c'est vraiment le pouls du Québec actuel. Ouais. Je veux conclure avec 2 slides, donc deux prochaines pages, puis ensuite on va ouvrir pour les... Pierre-Jacques va nous présenter un petit quelque chose, puis ensuite on va ouvrir pour les questions. Une première conclusion qui est très spécifique. Donc, s'il y a des gens en assurance qui nous écoutent ou des gens en restauration ou des épiciers, bien là, c'est comme la recette magique là, en termes de message. Vous regardez votre ligne, là, puis vous dites, OK, en épicerie, c'est de l'informationnel, richesse basse, etc. Donc, je n'irai pas présenter tout ça ligne par ligne, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça résume tout ce qu'on vient de dire au Québec par secteur de commerce de détail. Donc, si vous avez une chose à mettre en place, là, vous prenez cette slide-là et vous mettez un message en place comme ça qui va optimiser le retour des clients. Donc, on voit en restauration un message de contenu plus émotionnel, ça marche mieux, mais ce n'est pas le cas en pharmacie. Là. Exactement. Donc, on revient toujours à ces différences-là entre secteurs, mais au Québec. Si on avait fait le tableau pour les États-Unis, ça serait complètement différent ce qu'il y aurait dans les valeurs dans le tableau. Donc, j'arrive à ma conclusion générale. Les Québécois réagissent différemment au message que les autres consommateurs, qu'ils soient le reste du Canada, qu'ils soient aux États-Unis. Puis, on aurait pu faire la recherche en Ontario, puis peut-être que les Ontariens aussi réagissent différemment des autres provinces, etc. On se concentrait sur le Québec cette fois-ci. Et étant donné qu'ils réagissent différemment, c'est important de faire de la recherche qui est basée sur des opinions et des réactions des consommateurs québécois et ne pas aller les yeux fermés, suivre des meilleures pratiques qui proviennent d'une recherche qui a pris un bassin autre que votre marché local pour répondre à ces questions-là. Parce que comme vous avez vu dans la présentation, moindrement qu'on se fie à des données collectées sur des Américains ou d'autres provinces canadiennes, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Et ça, c'est dommage parce que si vous prenez des conclusions qui sont erronées, bien, vous allez prendre des décisions erronées, non optimales. Donc, par exemple, avoir un message plus émotionnel maintenant, qui ne ferait pas augmenter la visite en magasin. Et dernière chose, comme vous avez vu, là, les différents secteurs du commerce de détail, il y a des nuances. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre. C'est pas le Québécois ne va pas répondre de la même façon à un message d'un restaurant que d'une banque, ou etc. Donc, en plus d'avoir de nécessiter de la donnée locale, québécoise, pour prendre des bonnes décisions, il faut aussi que cette donnée-là soit en rapport à votre secteur d'activité. Sinon, vous pouvez un peu errer dans vos décisions. Je laisse la parole à Pierre-Jacques qui veut nous faire une annonce, puis ensuite, on va ouvrir pour les questions. Hey, mais merci Sylvain de la présentation. Dans un instant, on va ouvrir vers les questions, mais avant de passer à la période de questions, on voulait vous inviter. À chaque année, on organise un programme pro bono qui est parrainé par la chaire UX dans les cours d'évaluation UX qu'on offre à la MSC. Donc, essentiellement, moi et Constantinos, on offre un cours. Moi, je l'offre à l'automne, Constantinos l'offre à l'hiver. Et à chaque année, on recherche des organisations intéressées à une évaluation gratuite de leur interface par nos étudiants à la maîtrise. Et vous avez ici à l'écran, vous avez le lien et je pense qu'Audrey va copier dans la conversation le lien pour s'inscrire si vous êtes intéressé à y participer, de telle sorte que dès septembre ou en janvier prochain, vous pourriez participer dans un contexte de COVID comme ça où peut-être vous avez dû modifier vos interfaces, votre page d'accueil. C'est peut-être le moment de la tester et d'avoir des recommandations de nos experts
experts en devenir en UX à HEC et par le passé, là, de nombreuses organisations ont profité de ce programme-là et avec une grande satisfaction. Et le fait que ça soit gratuit, évidemment, ça vous permet de profiter du talent de nos étudiants à HEC. Donc, vous pouvez participer en grand nombre. On recherche une vingtaine d'organisations par session à l'automne et à l'hiver. Évidemment, il y a donc un nombre de places limité. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant si vous êtes intéressé au lien qui apparaît dans la conversation. Merci. Luc, on est rendu à la période de questions. Oui, beaucoup de questions dans le chat. Et puis, si je peux juste me permettre peut-être une petite annonce de Prompt finance les projets de recherche. Alors, si vous avez de l'intérêt pour développer des innovations en collaboration avec les professeurs de HEC, en collaboration avec les chercheurs académiques ou des centres collégiaux au Québec, ben, contactez-nous, c'est notre petite publicité. Alors, beaucoup de questions, mais il y a une question qui revient là pour laquelle il faut clarifier des choses. Il y a l'inquiétude que la longueur du message soit reliée au fait que la langue française est plus longue que la langue anglaise. Là, comment avez-vous géré là, cette situation-là pour être bien certain que ça ne soit pas simplement dû à une technicalité comme celle-là? So if I can start with that, Sylvain? Yeah, sure. So if you want to go back to slide 31. You have to tell me when to stop. I don't see the page numbers. Yeah. And, exactly. So to answer the question, first, it's important to mention that we only showed a subset of the analysis so that we can keep the storytelling more simple to process in this oral mode, and also that there's a lot of the analysis is still ongoing because we have a lot of data and we're still going through the multiple interaction effects that we're exploring. And in terms of the length, the first point that it's interesting to see is within the region. So within Quebec, we can see that the longer the message is still more effective than the shorter messages. And that in itself controls for the length of, say, Anglophone English messages versus French messages. Now, when we compare with English regions, then I think it was Marie-Christine who mentioned the question in the chat. You're absolutely right. We should be controlling for the standard message length in the same content category. And that's the analysis that would need to happen next in order to be able to compare Canada to the rest of Canada to the US to see whether, in fact, there is a confound in terms of the grammatic way of expression for the same message. Mm-hmm. Il y a deux autres questions qui sont un peu reliées à des facteurs du contexte qui auraient peut-être pu influencer le désir de retourner en magasin ou le désir ou la confiance. Et là, il y a deux questions, une de Laurie Carmichael et une de Caroline Berger qui explique que, est-ce qu'on a pu voir, par exemple, que dans des endroits où les magasins sont plus ouverts, systématiquement, les consommateurs, indépendamment des messages COVID, sont plus intéressés à retourner au magasin? Ou encore, et comme Laurie le dit ici, est-ce que le fait que les Américains semblent plus vouloir réouvrir plus rapidement et ça semble être l'état d'esprit, est-ce que ça seul génère plus de confiance sans allusion au message COVID? C'est une très bonne question. Il y a deux parties. Effectivement, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est que par région géographique, la situation COVID est différente. Donc, il y en a qui sont plus avancés dans le déconfinement, il y en a qui sont moins, etc. Donc, effectivement, que ça joue. L'autre élément, puis ça, on a trouvé ça vraiment intéressant dans nos données, quand on regardait par industrie les intentions de retourner en succursale physique, si on veut, ceux qui avaient les intentions les plus élevées, c'était évidemment des secteurs où est-ce que les gens ont continué d'aller. Donc, si vous pensez à pharmacie, épicerie, c'était les top 2. Là. Et ceux où est-ce qu'ils disaient on a moins d'intention d'aller en succursale physique, c'est sûr qu'à la fin, on trouvait assurance parce que c'est pas
Premièrement, c'est rare qu'on visite notre succursale physique d'assurance, là, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Et que le cycle de vente ou le cycle d'achat de ces produits-là, c'est une fois par année, une fois par 2 ans. Donc, les gens ne se voyaient pas dans les 6 prochains mois vraiment retourner dans des endroits comme ça. Donc, il y a un élément aussi qui est la fréquence d'achat de ces produits-là. Et plus le produit est à haute fréquence, comme l'alimentaire, par exemple, bien, évidemment que les gens, en général, dans ce secteur-là, avaient des intentions de retourner en magasin plus hautes que dans d'autres secteurs où est-ce que, par définition, on y va moins fréquemment. Et, relié à ça, il y avait une question de Agnès Dermaille qui nous dit est-ce que justement l'influence de la nécessité du commerce comme tel, comme une pharmacie, par exemple, influence pas l'intention, certainement, c'est ce que je viens de mentionner. La contrainte sur le design du message. Et donc, et au-delà de la nécessité de retourner, parce que c'est un service essentiel, ben, on veut un message qui ressemble à un message de service essentiel. Oui, c'est un très bon point, effectivement. And it's in addition to essential services, Sylvain showed earlier that there's a difference between products, businesses that offer products as opposed to those who offer services. Yeah. Et pour revenir sur l'aspect américain, puis on voit à quel point la recrudescence qu'on observe depuis les derniers jours est susceptible d'avoir un impact, mais les données ont été collectées du 1er juin au 22 juin, alors qu'on était dans un état de déconfinement. Et au-delà parce que j'imagine ici, on a surtout des détaillants, des entreprises québécoises en ligne, là, je pense que le message à retenir, c'est pas tant les résultats sur les États-Unis que le fait que les résultats sont très différents des États-Unis. Et on reçoit là, dans nos inbox, sûrement c'est le cas pour vous, là, des rapports, des messages de think tank américains, de Gartner et compagnie sur des meilleures pratiques. C'est le temps de les regarder avec un grain de sel puis de dire, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Justement, le niveau de la pandémie n'est pas au même niveau et les attentes sont différentes. Et s'informer de données québécoises là, est d'autant plus important présentement. Notamment parce que, là, je voulais juste ajouter que c'est très important de prendre les bonnes décisions de message parce que ce que je vous ai dit dans la première phrase de cette présentation-là, il y a des détaillants qui se meurent et des détaillants qui vivotent présentement. Puis si imaginez en plus, ils ne mettent pas le bon message sur leur site web pour générer du trafic en magasin, ils ne s'aident pas. Là. Donc, tout est à optimiser pour sauver leur business. Là. Il y a un message que je pourrais peut-être déduire aussi, c'est que pourquoi improviser quand on peut mesurer d'avance qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? Il y a des questions de Sébastien ici, Sébastien Lourti, puis oui, Tarek Belgada a levé la main, je vous reviens tout de suite, mais Sébastien Valquet pose la question en général, comment ça varie en fonction de l'âge ou de d'autres facteurs sociodémographiques, ces résultats-là? C'est une très bonne question. Comme disait Constantinos, on a cette donnée-là. Donc, on a l'âge, la situation d'emploi, etc. Donc, dans les analyses qui vont suivre, on va pouvoir nuancer certains résultats en fonction de ça. Puis on a aussi si la personne est cliente ou pas, des trucs comme ça. Donc, on a beaucoup de données collectées. Mais là, étant donné qu'on voulait faire vite pour renseigner les détaillants sur ce qui est primordial, on est allé à l'essentiel dans l'analyse. C'est comme direct sorti du four. Là. On a fini de collecter le 22. Là, donc, pour nous, là, avec Prompt, c'était important de vous présenter ça maintenant et pas attendre au mois d'août puis vous dire finalement, on le savait au mois de juin puis on ne vous l'a pas dit pendant 2 mois. Oui, il y aura des analyses complémentaires, mais pour l'instant, on pensait que les messages clés et ceux qu'on a présentés aujourd'hui. On voulait déguster ça pendant que c'était encore chaud. Exactement. Oui, alors, merci, Sébastien. And just to clarify, it is important to share fast, but also to share data or guidance to the companies that is likely to have the greatest effect. So unless a company is targeting a particular social demographic audience, a generally validated effect is the guidance that a company would be seeking. So in these analyses, where you see we have controlled for all the demographics and lifestyle choices, for example, prior purchasing or brand loyalty in what you see here for the general assessment. But there are differences between groups, and those would be, of course, analyzed according to the needs of the particular company and particular sector. Ben oui.
Tariq Belghada est très curieux, comme on l'était pendant la présentation, sur le rationnel derrière. Oh, mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que Oui. les consommateurs québécois sont de toute évidence différents des consommateurs canadiens ou américains? Est-ce que ça pour les Québécois qui semblent être plus informationnels et plus tangibles, est-ce que ça peut être sur une différence reliée à la culture linguistique ou à des habitudes de consommation? Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ça? Pour l'instant, on a juste des hypothèses, donc il va falloir aller valider certains trucs, mais un élément qu'on a mentionné durant la présentation, c'est l'état du marché au moment où on a collecté la donnée. Puis au Québec, peut-être qu'on avait une situation un peu différente des autres régions géographiques, c'est une chose. Effectivement, culturellement, il y a peut-être des différences aussi. Ça, il faudrait aller creuser cet élément-là. Mais on n'est pas rendu là dans l'analyse fine. Là, pourquoi cet effet-là. Ouais, c'est pas fait Et le sans travail scientifique spéculer, normalement. et sans spéculer, on peut aussi constater à quel point les messages du gouvernement, puis l'approche gouvernementale dans le partage d'informations entre le Québec, puis le Canada, puis les États-Unis étaient très différentes. Puis c'est comme si on nous avait un peu préparé, organisé depuis les 3 derniers mois, à chaque jour, hein, on avait notre messe journalière d'informations à 1 heure l'après-midi, là. Et quelque part, on est comme programmé peut-être d'un point de vue plus informationnel. Hein? Peut-être que normalement, ça aurait été une autre situation. Peut-être que la dimension émotionnelle aurait plus ressorti. Mais peut-être que dans toute cette crise-là, la transparence qu'a eu le gouvernement, puis le partage d'informations, nous a fait que c'est comme ça qu'on souhaite voir l'information sur les sites. Évidemment, je spécule. Lucie et Annie Dagneault, en complément, se posent la question, pourquoi pas les secteurs de commerce un peu moins essentiels, comme le vêtement, les articles de sport ou tout ça? C'est juste une question de temps et de coût, c'est-à-dire qu'il a fallu faire des choix au départ sur quel secteur on voulait viser. Et il y en a qui nous semblaient tout à fait naturels, étant donné la fréquence d'achat. Puis on voulait aussi avoir des secteurs où est-ce que les décisions d'achat se faisaient de façon moins fréquente pour voir s'il y avait des différences. Mais effectivement, que là, on a une liste de 7 secteurs, mais si vous voulez commanditer une prochaine étude, on pourrait faire 25 secteurs là, sans problème, mais il a fallu faire des choix au départ. Puis Annie Dagneault se pose la question, donc peut-être par proxy, là, est-ce qu'on pourrait comparer le secteur du vêtement à un autre de ces secteurs-là? Est-ce qu'un de ces secteurs-là que vous avez étudié pourrait donner un aperçu de comment utiliser les conclusions dans le secteur du vêtement? En tout bon scientifique, je dirais non. Là. Je regarde la liste, là, puis l'achat de vêtements, c'est tellement particulier. Il y a de l'essai, il y a de l'expérience, il y a du service. Puis quand je regarde la liste qu'il y a là, il n'y en a pas un qui se rapproche vraiment. Donc, ça serait vraiment hasardeux là, de dire « Ah, c'est comme une épicerie ». Ça ne fait pas tant de sens que ça. Là. Il faudrait vraiment aller creuser dans ce secteur-là spécifique pour sortir les vraies informations. Alors, je tente une dernière question, qui est celle de Gabriel Généreux, encore très, très engagé, qui se dit, dans un cas où un commerçant aurait utilisé plusieurs types d'informations, par exemple émotionnelles, informationnelles, comment est-ce que vous avez pu départager ça? Et moi, je pose une question corollaire, c'est que, est-ce que, pour être certain de ne pas se tromper, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser toutes les méthodes émotionnelles, rationnelles, informatives, tangibles, avec image, sans image, pour être bien certain que tout le monde a tout? Oui, mais tu sais, quand on fait une moyenne, il n'y a personne qui ressemble à la moyenne. Hein? Fait que ce serait dangereux de tout mettre dans le panier parce qu'on se dit on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Puis pour revenir à la question de Gabriel, effectivement que c'est des catégorisations, hein? Donc il faut diviser en 3 groupes. Puis il y a peut-être un peu d'overlap entre quand on voit sur un site web un message, puis on dit il est plutôt tangible, mais il est un peu informationnel. Donc là, on le met dans le tangible. Donc c'est pas coupé comme ça parce que, dans le fond, quand quelqu'un fait un design de site web puis se met un message, il n'est pas en train de faire ce qu'on est en train de faire là, de dire « Ah, j'ai analysé ça, puis je vais mettre du tangible parce que c'est ça qui fonctionne le mieux. » Il va au meilleur de sa connaissance, puis il peut avoir une dimension plus importante, mais ça se peut qu'il y ait un peu de dimension des autres aussi. Donc, nous, on est allé à catégoriser en 3 groupes parce que c'était nécessaire, mais effectivement que chaque message n'est pas clear-cut comme ça. On l'a vu, c'est pas du noir et blanc. D'ailleurs, les teintes de couleurs
on est dans les teintes de gris, on est dans les teintes et pas dans le noir et blanc, mais c'est intéressant de voir par contre les tendances de fond. Oui. Eh bien, ça conclut, je pense, les questions de l'audience, à moins que quelques autres personnes auraient des commentaires ou des réactions. Beaucoup de remerciements pour une présentation intéressante. Merci pour la générosité, nous dit Agnès, la qualité de la recherche. Merci pour ce webinaire gratuit qui est très pertinent. Moi, je le vois un peu comme, et vous l'avez dit, un service à la société, un service aux détaillants, un service aux entreprises là, qui ont vraiment besoin de mettre le pied sur l'accélérateur pour rattraper le temps perdu et puis de s'adapter à ce nouveau monde-là qui est en ligne et qui est virtuel. Et merci à toi, Luc, et à ton organisation Prompt là, de supporter la recherche à HEC au Tech 3 Lab dans la chaire UX et de partager avec nous la volonté de partager la connaissance. Hein, ce qu'on fait dans la recherche collaborative avec les organisations qui sont contributeurs à la chaire. Oui, on fait avancer la connaissance pour ces organisations-là, mais il y a une volonté de partage, de faire avancer la connaissance pour l'ensemble des détaillants, des entreprises du Québec et éventuellement du Canada. Donc, c'est pour nous là, un privilège d'avoir la chance de collaborer avec ton organisation, Luc, et merci beaucoup d'avoir accepté d'animer la rencontre aujourd'hui. Je pense, merci. C'est la force de, vous voyez tous les participants, vous voyez la puissance de travailler, de collaborer entre les secteurs industriels et les secteurs académiques. Vous voyez la puissance intellectuelle et la contribution que peuvent avoir le secteur académique à la performance du secteur industriel. Et c'est un bel exemple ici qu'on voit. On vous invite à faire appel au secteur académique pour faire de la recherche poussée, pour ne pas se limiter seulement à ce qui seraient les premières intuitions, mais vraiment aller développer un savoir-faire profond pour être plus performant dans vos marchés. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Et je termine aussi un dernier remerciement à Gabriel Chabot, qui est étudiant à la maîtrise UX, qui travaille avec nous sur ce projet et dont les résultats ici vont être utilisés dans son mémoire de maîtrise. Donc, peut-être plus d'analyses plus développées à venir là, dans son mémoire. Alors, bon été, bon rebondissement, bonne relance. Au plaisir de se revoir dans quelques semaines pour un autre webinaire de Tech 3 Lab et de la chaire CRSNG Prompt UX en une expérience utilisateur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci à tous. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Au revoir.